C'était censé être le plus beau Noël de notre vie. Celui dont on parlerait encore à nos petits-enfants en montrant de vieilles photos jaunies. Notre premier Noël en tant que mari et femme. Nous n'étions mariés que depuis 6 mois, et l'appartement résonnait encore de l'écho des rires de notre réception de mariage. Les cartons de remerciements n'avaient pas tous été envoyés, et l'odeur du bois neuf de nos meubles de jeunes mariés se mélangeait à celle plus sucrée du sapin que nous avions décoré ensemble un dimanche après-midi. Je m'appelle Julien, et j'ai toujours été un homme de tradition. Pour moi, ce premier réveillon dans notre foyer était sacré. J'avais tout prévu, le menu, les vins fins, et ce sentiment de plénitude que l'on ressent quand on pense avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Clara était la femme de mes rêves, ou du moins celle que j'avais sculptée dans mon imagination pendant nos 3 ans de relation. Elle était vive, élégante, avec ce regard qui semblait toujours promettre un avenir radieux. Mais le destin, ou peut-être la maladresse, aime se cacher dans les détails les plus insignifiants. Tout a commencé le 18 décembre. Clara était partie à sa soirée de fin d'année avec son cabinet d'avocat et j'avais décidé de passer la soirée à emballer les cadeaux. J'aime cette atmosphère, une musique de jazz en fond, un verre de vin rouge et le crissement du papier cadeau sous les ciseaux. J'avais acheté pour Clara un collier en or blanc, discret et intemporel. En cherchant le rouleau de ruban adhésif que Clara avait l'habitude de ranger dans le tiroir du bureau, je suis tombé sur une petite enveloppe Kraft, à moitié dissimulée sous des dossiers de banque. Je l'ai ouverte sans réfléchir, pensant y trouver une garantie pour un de nos appareils ménagers. Ce n'était pas une garantie. C'était une facture de l'un des plus grands joailliers de la place Vendôme. Le montant m'a d'abord coupé le souffle, 5 chiffres. On n'achète pas ce genre de choses par impulsion quand on vient de contracter un prêt immobilier. C'était une montre, une pièce de collection en édition limitée. Mais ce n'est pas le prix qui a fait vaciller mon monde. C'était la ligne du bas, celle réservée aux instructions de gravure. Pour Thomas. Mon seul amour, mon vrai futur. Pour toujours. C'est. Le silence qui a suivi cette lecture a été d'une violence inouïe. Mon nom n'est pas Thomas. Je m'appelle Julien. J'ai relu la ligne 10 fois, 20 fois, espérant un bug visuel, une erreur de destinataire. Mais l'adresse de facturation était bien la nôtre, et la date d'achat remontait à seulement 2 semaines. L'ironie était une lame glacée qui s'enfonçait dans ma poitrine. Nous fêtions notre premier Noël de mariés, et ma femme offrait le prix d'une petite voiture à un homme nommé Thomas, avec un message qui annulait chaque mot des vœux que nous avions échangés devant 200 personnes en juin dernier. Le vertige n'était pas une sensation de chute, mais une réalisation brutale que tout ce que je voyais autour de moi, le sapin, les photos de mariage au mur, l'alliance à mon doigt, n'était qu'un décor de théâtre dont on venait de m'apprendre la fausseté. Je ne suis pas un homme impulsif. Ma première réaction n'a pas été de crier ou de l'appeler. Je suis resté assis dans le fauteuil du bureau, la facture à la main, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je regardais la neige tomber derrière la fenêtre. Chaque flocon semblait ajouter une couche de froideur à mon cœur. Qui était Thomas? Un collègue? Un ex revenu d'entre les morts? Un homme qu'elle voyait pendant que je pensais qu'elle travaillait tard sur ses dossiers de plaidoirie? La manipulation de Clara avait été parfaite. Elle n'avait montré aucun signe de lassitude, aucun changement d'humeur. Elle était la même épouse tendre, la même partenaire attentive. Et c'est cela qui me faisait le plus mal. La réalisation qu'elle était capable de mener cette double vie avec une aisance terrifiante. Notre mariage n'était pas une construction solide qui s'effritait. C'était un mensonge dès le premier jour, une façade destinée à lui offrir la respectabilité pendant qu'elle vivait sa passion ailleurs. Les jours suivants ont été une descente lente aux enfers, camouflée sous les préparatifs du réveillon. J'ai décidé de ne rien dire tout de suite. Je voulais savoir. Je voulais voir le visage de cet homme, je voulais comprendre l'ampleur du désastre. J'ai commencé mon enquête discrète, me sentant comme un étranger dans ma propre vie. J'ai consulté son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche, une intrusion que j'aurais jugée méprisable quelques jours plus tôt. Les messages étaient protégés par une application codée, mais j'ai fini par trouver. Thomas était un client important du cabinet, un homme plus âgé, influent, marié lui aussi. Leur correspondance n'était pas seulement passionnée, elle était technique. Ils planifiaient leur rencontre avec une précision d'horloger. La montre n'était pas seulement un cadeau de Noël, c'était un symbole de leur pacte, un objet qu'ils porteraient sous les yeux de tous, un secret partagé au milieu du monde. Chaque interaction avec Clara devenait une épreuve de force. Quand elle rentrait le soir et m'embrassait, je sentais le goût de la trahison sur ses lèvres. Quand elle parlait de nos projets pour l'année prochaine, de l'enfant que nous voulions peut-être mettre en route, j'avais envie de hurler. Mais je gardais mon masque. L'ironie de la situation m'éportait. Je jouais le rôle du mari parfait pour une femme qui jouait le rôle de l'épouse idéale, alors que nous étions tous les deux les acteurs d'une tragédie silencieuse. Le 22 décembre, je l'ai suivie. Elle n'allait pas à son cours de yoga. Elle s'est rendue dans un hôtel discret près de la gare. Je suis resté dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue, regardant l'entrée. Je les ai vus sortir 2 heures plus tard. Thomas était exactement ce à quoi je m'attendais, l'image du succès froid.
Ils se sont dit au revoir avec une retenue qui en disait long sur leur habitude de la dissimulation. J'ai vu Clara lui remettre un petit sac de luxe, celui du joaillier. Elle lui offrait son cadeau en avance, loin de notre sapin, loin de notre vie. La douleur de ce moment a été une épiphanie. Je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais pas simplement divorcer en silence et passer à autre chose. Elle avait humilié notre engagement. Elle avait transformé notre premier Noël en une mascarade obscène. Elle méritait que la vérité éclate là où elle se sentait la plus protégée. Devant sa famille, devant ces gens qui m'avaient accueilli comme un fils et qui l'idolâtraient. Le plan a pris forme dans mon esprit avec une clarté glaciale. Ce serait mon dernier cadeau pour elle. La vérité, toute nue, sous les lumières du réveillon. Le 24 décembre est arrivé. L'appartement était magnifique. Sa famille, ses parents, sa sœur et son mari étaient là. La dinde rôtissait, le champagne coulait, et Clara rayonnait. Elle portait une robe rouge profonde qui lui allait à ravir, et elle jouait l'hôtesse parfaite, s'assurant que tout le monde était à l'aise. J'observais ses parents, des gens honnêtes qui croyaient sincèrement au bonheur de leur fille. Je ressentais une pointe de culpabilité pour ce que j'allais faire, mais la vue de Clara, si à l'aise dans son mensonge, balayait mes hésitations. Elle s'est approchée de moi, m'a caressé la joue et m'a murmuré « Tu es un peu silencieux ce soir, mon amour. Tout va bien ?» J'ai souri, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je suis juste ému par notre premier Noël, Clara. Vraiment ému. Le moment des cadeaux est arrivé après le dessert. C'est le moment sacré dans sa famille, celui où l'on prend le temps d'ouvrir chaque paquet devant les autres. Clara a ouvert mon cadeau, le collier, et a fait mine d'être enchantée, me remerciant avec une tendresse de façade. Puis, ce fut mon tour. Elle m'a tendu une boîte oblongue, emballée avec soin. À l'intérieur, il y avait un stylo de luxe. Un bel objet, certes, mais dérisoire comparé à la montre de Thomas. L'ironie était à son comble. Elle m'offrait un instrument pour écrire un futur qu'elle avait déjà effacé. « J'ai aussi un dernier cadeau pour toi, Clara », ai-je dit d'une voix qui a soudainement attiré l'attention de toute la pièce. Mais c'est un cadeau un peu spécial. C'est un cadeau de vérité. Sa mère a souri, pensant sans doute à l'annonce d'un voyage ou d'une nouvelle importante. Clara, elle, a eu un léger mouvement de recul, une intuition fugitive que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai sorti de ma poche une enveloppe identique à celle que j'avais trouvée dans le bureau. « Tu sais, Clara, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ton cadeau cette année. Je voulais quelque chose qui symbolise vraiment notre première année de mariage. Quelque chose qui montre à quel point tu es une femme dévouée. » J'ai tendu l'enveloppe à son père. « Papa, vous qui aimez les belles choses, regardez ce que Clara a acheté pour Noël. Elle n'a pas lésiné sur les moyens. » Le père de Clara a froncé les sourcils, a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. Le silence s'est épaissi, devenant presque solide. J'observais le visage de Clara. La pâleur qui l'a envahie n'était pas celle de la surprise, c'était celle d'une chute libre sans parachute. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé son père, sa voix changeant de ton. « Une montre ? 5 chiffres ? Et qui est Thomas, Clara ?» Le prénom est tombé comme un couperet au milieu des décorations de Noël. La sœur de Clara a attrapé la facture, a lu le message gravé à haute voix. L'indécence du message, mon seul amour, mon vrai futur, a résonné contre les murs de notre salon comme une insulte. Le chaos qui a suivi n'a pas été bruyant. C'était un chaos de regards dévastés et de souffles coupés. Clara n'a pas cherché à nier. Elle savait que si j'avais la facture, j'avais sans doute bien plus. Elle s'est assise sur le canapé, sa robe rouge semblant soudain être une tache de sang au milieu de la pièce. « Julien » a-t-elle commencé, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. « Ne dis rien, Clara. Ne gâche pas ce moment avec d'autres mensonges. Tova a déjà son cadeau, n'est-ce pas? Je vous ai vu à l'hôtel le 22. Je t'ai vu lui donner la montre. J'espère qu'il apprécie la gravure. C'est une belle promesse pour un homme marié, ne trouves-tu pas? » Ses parents étaient prostrés. Sa mère pleurait en silence, cachant son visage dans ses mains. Son père me regardait avec une peine infinie, comme s'il s'excusait pour l'existence même de sa fille. L'ironie de notre premier Noël était désormais consommée. Le sapin brillait toujours, les bougies brûlaient encore, mais la famille était brisée. « Je pense qu'il est temps que tout le monde parte », ai-je dit calmement. « Ce réveillon est terminé. Clara, tu peux partir avec eux, ou aller rejoindre ton vrai futur, peu m'importe. » Elle a essayé de me retenir, de me parler de pardon, de pression, de moments d'égarement, mais ces mots n'avaient plus aucune prise sur moi. Mon mariage était mort le 18 décembre, à la seconde où j'avais ouvert ce tiroir. Ce soir n'était que l'enterrement. Elle est partie avec ses parents, traînant sa robe rouge et sa honte dans le couloir de l'immeuble. La porte s'est refermée, et pour la première fois en une semaine, j'ai enfin pu respirer. Je me suis retrouvé seul dans l'appartement, entouré des restes du dîner et des cadeaux ouverts. J'ai pris une bouteille de champagne, je me suis assis par terre au pied du sapin, et j'ai regardé les lumières clignoter. La douleur était là, immense, mais elle était accompagnée d'une étrange paix. Le mensonge était dissipé. Je ne vivais plus dans une illusion.
Mon premier Noël de mariée était aussi mon dernier, et dans cette fin brutale, il y avait une forme de justice. Le lendemain, le 25 décembre, la ville était silencieuse sous une nouvelle couche de neige. J'ai commencé à ranger l'appartement. J'ai décroché les photos de mariage, je les ai empilées dans un carton, que j'ai scotché avec soin. J'ai jouté les fleurs, j'ai rangé les restes du dîner. Chaque geste était une étape vers ma nouvelle vie. Clara a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais j'avais déjà bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien à dire. La montre de Thomas avait tout dit. En y repensant, je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. Mais l'amour, surtout quand il est jeune et plein de promesses, agit comme une anesthésie générale. On ne voit pas les signes parce qu'on ne veut pas les voir. On veut croire aux contes de fées, on veut croire que la personne que l'on a choisie est aussi intègre que nous. La trahison de Clara n'était pas seulement une affaire d'infidélité, c'était un vol d'identité. Elle m'avait volé ma confiance, mon temps, ma foi en l'autre. Mais elle n'avait pas réussi à me voler ma dignité. Les mois qui ont suivi ont été marqués par les procédures de divorce. Ce fut rapide. Elle n'a pas osé réclamer quoi que ce soit. Je crois que la scène du réveillon l'avait brisée autant que moi. Elle avait perdu le respect de sa famille, elle avait perdu son foyer, et j'ai appris plus tard que Thomas n'avait jamais eu l'intention de quitter sa femme. La montre de luxe n'était qu'un bibelot coûteux pour lui, un trophée de plus dans sa collection. Elle avait tout misé sur un homme qui ne voyait en elle qu'un divertissement, tout en détruisant l'homme qui aurait tout donné pour elle. Aujourd'hui, quand décembre arrive, je ne ressens plus cette angoisse qui m'a habité pendant longtemps. J'ai refait ma vie, doucement. Je n'ai pas encore retrouvé cette confiance absolue, et peut-être ne la retrouverai-je jamais, mais j'ai appris à apprécier la vérité, même quand elle fait mal. Le souvenir de ce premier Noël reste là, comme une cicatrice, un rappel de la fragilité des choses. J'ai gardé le stylo qu'elle m'avait offert. Je l'utilise pour écrire mes pensées, pour noter mes projets. C'est mon trophée à moi, l'instrument de ma reconstruction après le séisme. La vie nous réserve parfois des synchronisations fatales, des moments où tout bascule à cause d'un tiroir mal fermé ou d'une facture oubliée. On peut choisir de fermer les yeux, de recréer du mensonge sur les ruines pour ne pas souffrir. Ou on peut choisir d'affronter la lumière, aussi crue soit-elle. J'ai choisi la lumière, et même si le réveillon a été dévastateur, je ne regrette rien. Il vaut mieux être seul à Noël que d'être deux dans un mensonge gravé dans l'or. Clara est un souvenir lointain maintenant. Parfois, je croise quelqu'un qui lui ressemble dans la rue, et mon cœur marque une pause. Mais ce n'est plus de l'amour, c'est juste la reconnaissance d'une douleur passée. Elle a emporté avec elle mes illusions de jeune mariée, mais elle m'a laissé une force que je ne me connaissais pas. La force de dire non à la médiocrité d'une vie basée sur le paraître. La force de recommencer, de zéro, avec pour seul bagage une exigence d'honnêteté qui ne me quittera plus. Mon prochain Noël ne sera pas celui d'une image d'Épinal. Il n'y aura peut-être pas de dinde géante ou de famille au complet, mais il y aura de la vérité. Et dans le silence d'une nuit d'hiver, c'est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même. Je regarde le sapin dans mon nouvel appartement. Il est plus petit, plus simple, mais les lumières brillent avec une clarté nouvelle. La montre de Thomas ne tourne plus pour moi, et le temps a enfin repris son cours normal. La vie continue, et elle est belle, justement parce qu'elle est enfin réelle. Fini la comédie, fini les décors. Je suis Julien, je suis debout, et pour la première fois, je sais enfin ce que signifie vraiment fêter Noël. Célébrer la naissance d'une nouvelle version de soi, plus forte, plus lucide, et enfin libre.